Dans la France paisible des années 50, un personnage domine, à gauche, la scène politique. Sa compétence, sa droiture sont indiscutables. Son nom évoque aujourd'hui encore la morale en politique. Mais un mystère demeure. D'où vient cette aura? Et pourquoi 7 mois suffiront-ils à mettre un terme à l'expérience politique qui commence ce jour-là? Monsieur Pierre Mendès France vous parle. Nous nous retrouvons après une semaine de travail dans le calme de cette soirée de samedi. Voici une semaine qu'a été constituée dans un temps record le nouveau gouvernement. Je tiens maintenant à venir m'entretenir avec vous. Mendès France n'a jamais eu de stratégie de prise du pouvoir. C'est certainement le seul homme politique qui ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Un combiné d'intégrité et de courage. Que Pierre Mendès France ait permis la rencontre chez lui d'un général israélien et d'un responsable palestinien, c'est clair. Son engagement pendant la guerre, qui s'est traduit par des participations à des opérations militaires tout de même dangereuses, très dangereuses même, a donné, si vous voulez, à son parcours une crédibilité. On était tout de suite en confiance avec lui et il avait le respect de ses interlocuteurs. C'est pas la gauche opportuniste, Mendès France. Il a voulu, et dans une certaine mesure, il a été la gauche morale. Mais enfin, ça ne l'a pas empêché de commettre un certain nombre d'erreurs. Mendès France a été, avec De Gaulle, bien sûr, l'un des hommes politiques qui ont donné le mieux à une classe de jeunes gens la fierté d'être français. La fierté d'être français. J'ai une grande nostalgie de cette époque où on avait le droit de croire dans des idéaux politiques, le droit de croire que tel homme ou tel parti au pouvoir, ça changerait les choses. Pierre Mendès France. À jamais, quels que soient les jugements portés sur lui, ce nom demeurera attaché à un événement majeur du XXe siècle français, la fin de la guerre d'Indochine en juillet 54, après des négociations menées tambour battant. C'est son grand œuvre, c'est donc par là que l'histoire commence. C'est pour ainsi dire la paix en poche que le président Mendès France avait quitté Genève. En retrouvant à Villacoublay sa famille et les membres de son gouvernement, il pouvait alors constater la valeur de l'action qu'il venait de mener à bien. C'est ce même sentiment qui s'exprimait dans l'accueil qui lui était réservé à son arrivée au Quai d'Orsay. Signe que les accords de Genève, emportés de haute lutte par le président, avaient, avec la promesse de la paix, donné au cœur de tous les Français une nouvelle espérance. Quand il est arrivé au pouvoir, en 1954, j'étais parmi ceux qui ont été très intéressés et, dans une certaine mesure, admiratifs de son action, en raison essentiellement des positions qu'il avait prises sous la 4e République, c'était que j'estimais courageuses. D'abord sur la nécessité de remettre de l'ordre dans nos finances publiques, et en second lieu de mettre un terme à la guerre d'Indochine, dont il était évident qu'elle était à terme vouée à l'échec. En 1946, après l'occupation japonaise, le sort de l'Indochine française a été un temps incertain, jusqu'à ce que les hommes de Leclerc y fassent un retour en apparence triomphal. Mais cette liesse ne dure pas. Très vite, le corps expéditionnaire et ses alliés vietnamiens doivent courir après les nationalistes d'Ho Chi Minh, insaisissables experts en guérilla. Des escarmouches d'abord, puis une vraie guerre. Un combat livré loin d'une métropole qui pense surtout à se reconstruire par une armée assez démunie. Dans la région de Lang Son, la médiocrité des moyens de défense se passe de commentaires. Le commandement a dû décider le repli de certains postes menacés. 8 ans d'une guerre acharnée, d'héroïsme vain, d'erreurs stratégiques, près de 50 000 morts. Rien n'empêcha la perte de l'Indochine. Il fallut négocier et mettre un terme à tant de souffrances. Mendès France le fit au mieux. Lors de la signature des accords de Genève, le général Bedell Smith, qui est le négociateur américain, le principal négociateur américain, téléphone au président Eisenhower et à Dulles, le secrétaire d'État, pour leur dire finalement ce qu'a obtenu Mendès France dans des conditions extrêmement difficiles et sans doute ce qu'on pouvait espérer de mieux compte tenu de ce contexte effroyable. Les Américains, en effet, avaient fini par entrer dans le jeu. Aide matérielle d'abord, malgré leur réticence initiale, puis diplomatique. L'heure est alors à la guerre froide, et c'est en Asie que s'affrontent les deux blocs. La guerre de Corée vient de s'achever, et les Occidentaux croient en la théorie des dominos, selon laquelle chaque pays tombant dans le giron communiste entraîne son voisin. Le Viet Minh étant soutenu par les Russes et les Chinois, il faut établir entre alliés un front commun.
Mendès France multiplie alors les réunions avec les grands dirigeants de l'époque. Ce n'est plus un conflit colonial français, mais un enjeu mondial. À défaut de l'emporter militairement sur le terrain, Mendès sut négocier la paix dans les meilleures conditions possibles grâce au soutien anglo-américain. Il était heureux d'avoir pu réussir ça, mais il ne considérait pas qu'il fallait le fêter comme une gloire. Retour aux racines. Pour mieux comprendre un homme, voyons ce qu'il a accompli, mais sachons aussi d'où il vient. Mendès France fut l'objet d'attaques mettant en doute sa qualité de français et jusqu'à son nom. 3 siècles de présence avérée en France pourtant, même si le lointain passé est portugais. Mendès France est issu d'une famille juive, une famille de Bordeaux, une famille très, très ancienne, une famille de Maranes, c'est-à-dire des juifs qui avaient été poursuivis par l'Inquisition, qui avaient été forcés de se convertir au catholicisme et qui ne l'avaient en réalité jamais accepté. Le nom de Mendès France, contrairement à ce qu'ont raconté de nombreux détracteurs de Mendès France, qui disaient Mendès ce n'est pas un nom, c'est une adresse, toutes ces réflexions malveillantes, ne correspondent à aucune réalité, puisque l'origine du nom de Mendès France est tout à fait claire. C'est simplement la francisation de ce nom de Mendes de Franca. Au bout d'un certain temps, c'est devenu Mendès France. Il n'y a absolument aucun mystère derrière tout ça. 2 siècles plus tard, la famille bourgeoise vit à Paris. Cette famille Mendès France, sur le plan politique, se caractérise par 2 choses. D'abord, un très grand patriotisme, c'est d'ailleurs commun à beaucoup de familles juives de cette époque. Serre Mendès France, donc le père de Pierre, était incontestablement un homme de gauche, assez marqué, notamment par l'affaire Dreyfus. Pierre Mendès France, très jeune, manifeste des dons très brillants. Il a le bac très jeune à 15 ans, il poursuit sur sa lancée. Il devient avocat quasiment à 20 ans, et il est aussi l'un des plus jeunes de France. Le droit n'étanche pas la soif d'action de notre jeune homme. Il croit en son destin et le goût de la chose publique le guide vers la politique. Il assiste en 1923, donc tout jeune, à la Mutualité, à un discours d'Édouard Herriot. Nous sommes des républicains radicaux, patriotes et pacifistes. Il incarnait pratiquement la République à l'époque, et surtout le Parti radical, qui était le parti de centre-gauche, disons, le grand parti de gouvernement de la Troisième République. Mendès a eu une sorte de, je ne dis pas d'illumination, mais enfin ça l'a beaucoup marqué. Et c'est à la suite de ça qu'il s'est engagé dans ce parti radical. Très vite, il a été couvé par toute cet état-major du parti radical, et notamment par Herriot. Et tous ces gens, toutes ces personnalités ont favorisé sa carrière très, très rapidement. Pierre Mendès France, très jeune, dès la fin des années 20, il est né en 1907, s'investit dans une région de la Haute-Normandie, la région de Louviers. Il est soutenu par un certain nombre de notables locaux. Et puis il s'aperçoit sans doute qu'il y a une situation qui est à Louviers qui, à terme, peut être favorable à une implantation politique. L'avocat Pierre Mendès France sillonne les routes normandes. C'est l'occasion de multiples contacts avec des gens d'influence. Il est admis dans 2 loges maçonniques, s'implique dans les débats locaux, devient très vite un homme en vue. À tel point que le Parti radical prend le risque de le présenter aux législatives de 1932 contre un sortant bien en place. Surprise, le Jouvenceau est élu, il n'a que 25 ans. Jean Zé, député d'Orléans, un des Benjamins de la Chambre. Monsieur Pierre Mendès France, le plus jeune député de la Chambre, représentant de l'Eure. Pierre Mendès France est à la fois un député très responsable, qui se livre à un travail très méthodique. Ce travail sur le terrain, auquel il se livre avec beaucoup de soin, ne l'empêche pas de s'affirmer très vite comme l'un des espoirs de la politique française. C'est quelqu'un qui a une éloquence qui d'ailleurs a peu vieilli, et c'est assez moderne aussi par l'approche des problèmes économiques auxquels il se livre. Nous accepterons tous les sacrifices pénibles qui nous sont demandés, à la condition qu'ils s'inscrivent dans un cadre de réorganisation économique et de justice sociale. Ses talents sont reconnus. Léon Blum, dans son gouvernement de 1938, fait de lui son sous-secrétaire d'État au Trésor. Là encore, c'est le plus jeune. C'est l'occasion, avec son ami Georges Boris, de découvrir les travaux de Keynes. Comme lui, il devient partisan d'une plus grande intervention de l'État dans la vie économique. Et au fond,
dès cette période, on voit ce qui va être son véritable profil, c'est-à-dire quelqu'un attaché au progrès social, mais aussi très conscient de la nécessité de respecter les grands équilibres financiers et économiques. Mendes, toutes les orientations, l'essentiel des réflexes, le définissent comme un social-démocrate, on peut le dire tranquille aujourd'hui. Mais les démocrates prouvent leur faiblesse, et l'histoire cruelle est en marche. En 1938, à Munich, Français et Anglais abandonnent à son sort la Tchécoslovaquie, dépecée, à la grande joie des Allemands et de Mussolini. Comme Blum, Mendes France éprouve un lâche soulagement quand le Premier ministre anglais, Chamberlain, brandit ce qu'il croit être la preuve de la paix. Ce n'est qu'un chiffon de papier. Pierre Mendès France est donc un radical. L'essence du radicalisme sur le plan de la vie internationale, au fond, c'est l'enseignement du philosophe Alain, c'est quand même le pacifisme. Et au départ, Pierre Mendès France partage ce pacifisme. Mais en septembre 1939, les illusions s'évanouissent. Hitler attaque la Pologne sans motif et enfonce les défenses adverses en quelques semaines. La France, alliée de la Pologne, doit réagir. L'affiche tant redoutée apparaît sur tous les murs. Mendes France, aviateur, est affecté en Syrie. En mai 40, il est de retour à Paris alors que les Allemands percent nos lignes. Début d'un épisode décisif de son existence. Et il se trouve pris, en juin 40, dans cet effroyable chaos qui caractérisait la France à cette époque-là. Il arrive avec sa famille à Bordeaux. C'est à ce moment-là qu'il apprend qu'un bateau, le Massiliac, un paquebot, a été affrété pour emmener un certain nombre de personnalités, dont beaucoup de parlementaires, vers l'Afrique du Nord, avec l'idée de continuer le combat et surtout de se mettre hors du contrôle de ce qui va être l'occupant. Entre le moment du départ près de Bordeaux et l'arrivée à Casablanca, les événements vont évoluer, ce qui fait que les personnalités qui se trouvent à bord de ce bateau, quand le bateau va arriver à Casablanca, vont se trouver dans une position complètement différente de celle qu'ils imaginaient. Ils vont se trouver dans la ligne de mire du nouveau pouvoir et ils vont être accusés d'avoir voulu déserter, alors que ce n'était pas du tout leur intention. Très vite, au fil des jours, on sent que le climat se détériore, ils sentent une menace qui pèse sur eux jusqu'au moment où Mendès France est arrêté. Donc ils se retrouvent rapidement dans une prison. Et de cette prison du Maroc, il va être transféré à Clermont-Ferrand, où là, il va être soumis à un procès. Il est clair qu'il est l'objet d'un procès politique et qu'on veut l'atteindre finalement dans sa qualité de Français. Et c'est ça qu'il n'arrive même pas à imaginer et qui va avoir des conséquences d'ailleurs sur on peut dire, sur sa psychologie tout au long de sa vie, avec l'idée qu'il doit être un Français exemplaire. Garde à vous. Armes sur l'épaule, droite. Présentez, armes. Ce procès est conduit d'une façon d'ailleurs extravagante, puisque le président du tribunal est un maurassien tellement déclaré qu'il a commenté les débats dans un journal extrêmement engagé. Enfin, tout est à l'avenant, c'est une véritable justice, c'est une parodie de justice. Et on peut dire que le verdict est écrit avant même le délibéré. Et Mendès France en a tout à fait conscience. Il ne se dérobe absolument pas. Il a répondu vraiment en détail à toutes les accusations. Il y a énormément de notes, alors que c'était des accusations absurdes. Le verdict est scandaleux. 6 ans d'emprisonnement, déchéance de la nationalité française, perte du grade. Et on voit très bien qu'il a attendu ce verdict pour entamer un processus d'évasion. Donc il fait les choses d'une façon extrêmement, j'allais dire, correcte, qui fait contraste avec la façon dont il est traité. Avant de s'évader, il prend soin, et ça dépeint tout le personnage à mon avis, il prend soin d'écrire une lettre au maréchal Pétain en lui disant « Monsieur le maréchal, voilà, j'estime avoir été l'objet d'un procès scandaleux et tout à fait inique. Je ne peux accepter l'infamie d'un verdict de flétrissure, proclamant que j'avais failli à mon devoir élémentaire de français, à l'heure où la patrie était en danger. Je ne peux laisser affirmer mon déshonneur sans user du seul moyen qu'il me reste, le plus solennel, le plus éclatant, celui de reprendre une liberté à laquelle je n'ai pas cessé d'avoir droit. »
Madès France est un intellectuel, c'est un juriste, un économiste, et pourtant il va montrer beaucoup de sens pratique au cours de cette évasion. Il va commencer une sorte de cavale qui va durer plusieurs mois, qui va le mener de cache en cache à travers la France, la Suisse, et puis finalement Lisbonne, et Lisbonne d'où il va rejoindre la France libre. Février 42, 8 mois après sa spectaculaire évasion, c'est enfin le rendez-vous crucial. Quand Madès arrive à Londres, le général donc le reçoit immédiatement et lui signifie évidemment qu'il compte sur lui pour faire partie du comité français de libération, enfin du comité national plus exactement, et donc devenir l'équivalent de ministre. Avant d'accepter d'être ministre, Pierre Madès France exige, on peut le dire, de s'engager dans les forces françaises aériennes libres, et c'est ce qui va l'amener d'ailleurs à plusieurs reprises à participer à des opérations sur la France, notamment plusieurs avec Romain Gary. Dans le groupe Lorraine, Madès France accomplit une douzaine de missions comme celle-ci où il dut bombarder la France, avec l'exaltation et l'angoisse de mal faire que l'on imagine. Qui ose encore douter de son courage et de son patriotisme? Il est bien sûr le seul homme politique à prendre de tels risques. On peut dire que Madès France avait mis sa vie en jeu. C'était aussi, dans son esprit, une démarche qui était destinée à laver en quelque sorte l'affront qu'il avait ressenti à l'issue du procès de Clermont-Ferrand. L'arrivée de Madès France, qui avait été membre du deuxième gouvernement de Léon Blum, était quand même un événement important. C'est en tant que responsable de l'économie au sein de cet embryon du gouvernement français qui est autour du général de Gaulle que Madès France va être amené à participer à la conférence de Bretton Woods, à l'issue de laquelle d'ailleurs il va rencontrer pour la première fois celui qui l'a beaucoup marqué avant la guerre par ses écrits, le grand économiste Keynes. À Bretton Woods, les Alliés jettent les bases du futur système financier mondial. On y crée la Banque mondiale et le FMI où il siégera plus tard. Et si Madès France participe à cette rencontre historique, c'est bien la preuve de la confiance que lui accorde le général de Gaulle. Ce qui n'allait pas de soi, c'était la rencontre, enfin l'accord entre Madès France et de Gaulle, qui sont deux personnalités extrêmement dissemblables, venues d'horizons tout à fait différents. De Gaulle étant un officier de tradition, venant d'une famille catholique, pénétré de principes hiérarchiques, et Madès France, qui est un homme imprégné de la philosophie des Lumières, qui vient donc du radicalisme, qui a été ministre de Léon Blum. Et malgré toutes ces différences qu'il y a entre eux, il va y avoir, entre ces deux personnages très dissemblables, un accord immédiat. Et Madès va être, à partir de ce moment-là, ce qu'on appelle un gaulliste des années de guerre. Et ça explique toute la suite, d'ailleurs, parce qu'au fond, tout le reste de sa vie, il aurait voulu que de Gaulle reste de Gaulle qu'il avait connu pendant la guerre. En septembre 1944, dans Paris libéré, il occupe cet immeuble des Champs-Élysées. Il est ministre de l'économie nationale, une consécration. Pourtant, il ne sacrifie pas ses convictions aux ordres de la République et démissionne après 7 mois en désaccord avec la politique du gouvernement provisoire. Madès donc défend une politique de rigueur. Cette politique de rigueur est dans son principe tout à fait justifiée. Le général, je crois, en est convaincu, mais il en évalue aussi le coût politique. Il redoute clairement, même s'il ne l'a pas dit, que cette politique de rigueur ne provoque une augmentation importante du vote communiste. C'est ce qui va amener Pierre Madès France à quitter le gouvernement de son propre gré. Mais c'est une rupture politique, qu'on ne peut pas nier, mais ce n'est pas une rupture à ce moment-là sur le plan humain, parce que d'ailleurs il n'y a qu'à lire ce que dit le général dans ses mémoires de guerre de Madès France pour se convaincre qu'il lui conserve toute son estime. Il constate un désaccord technique en quelque sorte, mais il ne met pas du tout en cause la valeur de l'homme et ni même de ses idées. Madès France reste un dirigeant qui compte, et s'il n'est plus pour l'heure un décideur français, il donne à sa carrière une envergure internationale importante. Il va être amené à participer à différentes instances internationales, dont le Fonds monétaire international, et puis différentes instances de l'ONU aussi. Et ça, c'est quelque chose qui va être aussi important dans son évolution, parce que ça va l'amener à élargir son horizon et à prendre conscience de la dimension internationale des problèmes.
entre deux voyages, il retourne à Louviers, où il a été élu à nouveau député en 1946 et dont il sera maire en 1953. Comme De Gaulle à Colombey, il se tient loin du jeu politique parisien. On pense souvent à lui comme ministrable, mais on ne le choisit pas, trop indépendant. Durant ces années, la 4e République versatile se passe donc de ces deux personnages incontrôlables. Mais Mendès France reste actif, connaît ses dossiers, alerte l'opinion sur les erreurs gouvernementales, notamment sur la conduite de la guerre en Indochine. En juin 1953, il s'en faut d'un rien pour qu'il n'obtienne l'investiture de la Chambre comme président du Conseil. Trop solitaire, il échoue. Partie remise. La spécialité de Mendès France, c'est l'économie. Et donc, plus il planche sur les comptes, plus il s'aperçoit que ce conflit est financièrement ruineux et que la France n'en a pas les moyens. D'où la campagne permanente qui mène à ce moment-là. Au lieu de le desservir, la répétition, le martèlement l'a identifié à la vérité. Et chaque fois, les gens s'inquiétaient en disant « ça va de plus en plus dans son sens ». Même ceux qui ne l'aimaient pas étaient obligés de se le dire. Le problème à la fois le plus grave et le plus immédiat, qui est présent à tous nos esprits, et qui se pose en termes dramatiques au futur chef du gouvernement, quel qu'il soit, c'est celui de l'Indochine. L'opinion qui est derrière lui n'est pas uniquement composée de sa famille d'origine, c'est-à-dire la gauche. Il y a aussi un certain nombre de gens modérés, ou même des gens de droite, qui sont très critiques vis-à-vis de la 4e République et qui aspirent à un autre fonctionnement des institutions, à une autre qualité d'homme. Et pour eux, Mendès France incarne un espoir. Il faut une tragédie pour que son heure arrive enfin. Malgré le parachutage des derniers volontaires, chevaleresques mais vains, cernés par des forces 7 fois supérieures, pilonnés par les canons installés sur les collines qui entourent la cuvette de Dien Bien Phu, les défenseurs français sont submergés le 7 mai 1954. Mendès France, surnommé Cassandre pour ses prophéties funestes, monte à la tribune de l'Assemblée pour obtenir l'investiture. Le président de la République, Vincent Auriol, a proposé son nom, mais c'est le vote des députés qui décidera. Telle est alors la règle. Face à lui, une chambre hétéroclite, divisée. D'emblée, il annonce vouloir se priver du vote des 80 députés communistes. Leur parti soutient nos adversaires en Indochine, explique-t-il. Je ne serais pas en bonne position pour négocier avec le Viet Minh s'ils me croyaient dépendant d'eux. Toujours cette rigueur, cette transparence dans les buts et les moyens. Le résultat est triomphal. 419 voix pour, 47 contre. Et nous sommes le 18 juin. Il était en mesure, 37 heures plus tard, ce qui constitue un record, de présenter son cabinet au président de la République pour le cliché traditionnel. Moins nombreux que le précédent, on y découvre 10 visages nouveaux. La première tâche du nouveau gouvernement sera de mettre un terme au conflit indo-chinois. Il va recevoir les principaux chefs militaires et c'est à l'issue de ces entretiens qu'il apprend de leur bouche que les forces françaises, en réalité, ne peuvent plus tenir sur le terrain au-delà de quelques semaines, vraisemblablement, en tout cas pas plus d'un mois. Et c'est comme ça. C'est dans ces conditions qu'il va être amené à fixer ce délai de négociation à Genève, ce délai d'1 mois, qu'il annonce publiquement, et en disant que s'il n'obtient pas, si la négociation n'aboutit pas, au terme de ce délai, eh bien, il démissionnera. Il avait pris l'engagement de finir la négociation de Genève le 20 juillet, et donc il est parti pratiquement... je crois, 10 jours avant, ce qui était très très court. Monsieur Mendès France réussira-t-il à Genève? Monsieur Mendès France rapportera-t-il des bords du Léman la fin des combats et l'apaisement des cœurs? Le monde entier a les yeux fixés sur lui. Les négociations traînent en longueur. Il faut donc mettre un sérieux coup d'accélérateur. Voyage pour Genève, installation dans une très belle maison, très sympathique, qui s'appelait Joli Port, qui était sur le lac, et où se tenaient les collaborateurs qu'il avait amenés, et puis les séances importantes de négociation se passaient au contraire dans la ville de Genève. L'ONU abrite depuis 3 mois des tractations auxquelles assistent les envoyés de 19 pays. Elles portent essentiellement sur l'arrêt des combats et surtout sur l'endroit où sera tracée la ligne de séparation entre les deux zones. Le Viet Minh la veut au 14e parallèle, la France au 18e, plus au nord.
Y aura-t-il un ou deux Vietnam? Quel sera le sort des soldats français, prisonniers dans des conditions épouvantables? Très vite, à ces longues séances parfois improductives, Mendès France ajoute une touche décisive. Il y avait en effet des rendez-vous, des tractations, un dîner avec plusieurs négociateurs. Moi, j'ai le souvenir de Pham Van Dong, qui était le responsable de la délégation vietnamienne, et de Chu En Lai, qui était là également, et qui était venu aussi à Jolly-Port, où je pense qu'il y avait un entretien plus facile et plus direct et plus intime que dans les bâtiments officiels de Genève. C'était des tête-à-tête à ce moment-là entre Mendès France et chacun de ses dirigeants. Chu En Lai, le renard chinois, compagnon de Mao depuis les années 20. La Chine a fourni les canons qui ont assommé la garnison de Dien Bien Phu et aide sans réserve le Viet Minh. C'est lui, le véritable interlocuteur des Français. C'est lui que Mendès France doit convaincre, l'Américain Dulles refusant même de lui serrer la main. Militairement battu, la France doit montrer plus que jamais sa fermeté. Mendès France, loin d'avoir été le théoricien qu'on voit souvent en lui, était en réalité surtout un homme d'action. À chaque fois qu'il était plongé dans l'action, il développait au contraire des qualités de souplesse complètement inattendues. Je vous parle ce soir de cette ville-là sur le lac de Genève que la presse vous a décrite et où la délégation française a installé son quartier général. En ce moment même, se poursuivent dans la pièce voisine nos études et nos discussions. La première semaine, en effet, les choses étaient plus simples et puis tout à coup, il y a eu des complications dans la négociation sur les parallèles auxquels il fallait faire la séparation entre les deux Vietnam, etc. Enfin, ça a été un des problèmes très compliqués. Je voudrais nommer l'ennemi. Le plus grand ennemi que je combats depuis 8 jours. Il s'appelle la méfiance. C'est le poids le plus lourd qui pèse sur nos travaux. C'est la menace la plus grave, présente et future, pour le maintien de la paix. J'ai senti anxieux et inquiet. D'être venu ce soir près de vous juste un instant me donnera plus puissamment encore la conviction que je parle en votre nom à tous dans l'ultime, et je vous l'assure, difficile effort qui me reste à fournir. Ce sera pour aujourd'hui ou ce ne sera jamais, déclarait M. Mendès France le 20 juillet, après un dernier entretien avec M. Molotov. Cette fermeté devait avoir raison des derniers obstacles. Avec l'aide totale et sans réserve de M. Eden, le chef du gouvernement français pouvait tenir sa promesse. Au jour de l'échéance, le cessez-le-feu en Indochine allait être proclamé. La séance même du 20 juillet a duré extrêmement tard dans la nuit. Et pour que les choses soient comme elles devaient être, on avait arrêté les horloges à minuit le 20 juillet en disant que ça devait se terminer, et ça s'est terminé quelques heures après. Et c'est de Jolly-Port qu'il a enregistré alors sa dernière causerie, La raison et la paix l'ont emporté. Voilà. La raison et la paix l'ont emporté. Songeons ensemble à ceux qui, hélas, ne reviendront pas, à ceux qui sont restés meurtris dans leur chair ou dans leur cœur. Je n'ai pas besoin d'exprimer les sentiments que j'éprouve, car ce sont les vôtres. Comme il était à la fois président du Conseil, on ne disait pas Premier ministre à l'époque, et ministre des Affaires étrangères, il avait son bureau la plupart du temps au Quai d'Orsay. Et c'est quelqu'un qui était très exigeant de lui-même et donc de ses collaborateurs, et ça c'était très rassurant. Il avait une très, très grande qualité, je crois assez rare, c'était de savoir très bien écouter les uns et les autres, d'avoir le respect de l'interlocuteur. On sent que c'est un homme qui aimait le dialogue et que ça aussi c'est très important pour une équipe parce qu'on se sent dans le coup. Il y a une modernité pérenne de Pierre Mendès France, c'est le souci pédagogique. C'est quelqu'un qui était très clair, très simple et très didactique dans sa manière d'exposer les choses. Les causeries au coin du feu, où chaque semaine,
Le président du Conseil, Pierre Mendès France, venait expliquer la politique aux Français presque comme un instituteur. Il entre dans les détails, il dit les gens qu'il a vus. C'est très précis, c'est pas du tout comme ça des blablabla. Mais il avait la conviction que chaque auditeur pouvait très bien comprendre, même des sujets très techniques. Produire plus et produire mieux et produire à meilleur compte, c'est la clé de nos difficultés. Dernier exemple sur quelque chose qui touche à la vie quotidienne, la lutte contre l'alcoolisme. Détruire le privilège des bouilleurs de cru, distribuer du lait dans les écoles, ça avait fait sourire à l'époque, mais ça parlait aux gens, parce que c'était un engagement concret, la santé des enfants, avec des moyens concrets, et la résolution d'un homme. Résultat, ça a marché. Ses intentions, ses méthodes, lui avaient valu le soutien d'un groupe de jeunes journalistes qui prirent fait et cause pour lui. Nous avons créé l'Express en mai 1953. Enfin, quand je dis nous, c'est essentiellement François Giroud et Jean-Jacques Savant-Schreiber qui l'ont créé. À l'origine, le journal a été fait pour lui, de la façon la plus claire. Pour le mettre au pouvoir, ou si nous ne pouvions pas le mettre au pouvoir, tout au moins pour mettre ses idées au pouvoir. Oui, l'Express a été le compagnon de route de Pierre Mendès France dans l'accession au pouvoir et dans cette tentative de réforme de la France de la 4e République. On ne savait pas du tout ce que ça allait donner, en fait. Et finalement, ça a démarré très très vite. Nous étions très jeunes au point que Jean-Jacques mettait un tout petit peu de blanc d'argent sur ses cheveux pour avoir l'air un peu moins jeune. Malgré son inexpérience, Jean-Jacques Savant-Schreiber devint même un conseiller direct du Premier ministre, court-circuitant parfois les réseaux officiels. Deux choses ont changé depuis cette époque glorieuse dans notre regard sur la politique. D'abord, en effet, c'est une forme de désillusion. La politique ne peut plus changer le monde, elle ne peut plus tout changer dans le monde. Ces politiques-là qui étaient très idéologiques, même si Mendès essayait de mettre du pragmatisme dans l'idéologie, tout ça c'est mort. Puis ce qui a changé aussi, c'est le personnel. Il n'y a plus de grands hommes. Par ailleurs, c'est vrai que les journaux sont le reflet des sociétés et les sociétés aujourd'hui investissent moins, croient moins dans la politique qu'à l'époque. Durant ces quelques mois passés entre le Quai d'Orsay et Matignon, les principaux succès furent obtenus dans les affaires internationales. Un exemple de la méthode Mendès France ? L'affaire tunisienne. L'anticipation, la rencontre directe, le projet immédiat soumis à la partie adverse. Quelques jours à peine après les accords de Genève, il se rendit en Tunisie où les violences se multipliaient. Son idée ? Offrir sans contrepartie l'autonomie interne au protectorat tout en maintenant des liens étroits avec la France. Mais c'est ce qui lui valut, pour certains, l'étiquette de briseur d'empire. C'est vraiment le côté très direct de sa méthode. Et je crois que c'est ça qui permet l'efficacité, en fait. Malgré ses réussites incontestables et ce style nouveau, le bref gouvernement Mendès France ne saurait échapper à un examen critique. Si on les compare aux 7 mois que De Gaulle a passé à Matignon, 4 ans plus tard exactement, et quasiment dans la même période, en 7 mois, De Gaulle a évité la guerre civile, a fait de nouvelles institutions, a mis en œuvre une rénovation économique inspirée du plan Rueff, a créé le nouveau franc, et a profité de ces 7 mois pour prendre toute une série d'ordonnances modernisant notre vie administrative, économique et sociale. Quand on compare les deux bilans, on est absolument frappé du déséquilibre. L'un des principaux reproches émis à l'encontre de ce gouvernement est son attitude dans l'affaire de la Communauté européenne de défense, CED. Fallait-il ou non intégrer l'Allemagne dans une future armée européenne ? Les pays concernés devaient se prononcer les uns après les autres et c'est le refus français qui fit échouer cette étape de la construction européenne. J'ai été surpris que l'homme qui faisait du courage politique et de la nécessité du choix pour gouverner un de ses thèmes principaux ait décidé que son gouvernement n'aurait pas de position sur la ratification de la CED. En effet, si les députés ont bien rejeté cette ratification, Mendès France n'avait donné aucune consigne et mis aucun avis. Par 319 voix contre 264, l'adoption de la question préalable entraînait le rejet de la CED. S'il avait repensé son action, notamment économique, dans le cadre européen, il aurait sans doute été l'homme des années 60 et peut-être même des années 70. Le 1er novembre 1954 éclate l'insurrection algérienne. Mendès France fait le grand écart entre sa volonté de maintenir des départements français dans la République et celle d'accorder plus de droits aux Français musulmans, comme on dit alors. Il se fait des ennemis des deux côtés qui s'ajoutent au-dessus de sa politique européenne. La chute survient 3 mois plus tard. Je ne cache pas mon émotion.
Je ne cache pas non plus ma peine. Non pour moi, bien entendu, mais parce que je crois que l'entreprise à laquelle s'était attaché le gouvernement que je présidais était bonne pour le pays. Les gouvernements qui lui succèdent ne peuvent rien contre le développement des événements d'Algérie. Et il faut faire appel au premier des Français, selon René Coty. Le député de l'heure est tout d'abord favorable au retour du général de Gaulle. Ce serait de la folie de se priver de lui, déclare-t-il. Cependant, la méthode utilisée heurte ce parlementariste convaincu. De plus, la vague gaulliste lui fait perdre son siège de Louviers. Il aurait voulu que le général revienne dans des conditions, j'allais dire, chimiquement pures. Or, tout le processus de mai, du 13 mai 58, avec le rôle que De Gaulle a joué vis-à-vis de l'armée, lui a fortement déplu et a fait que tout en conservant un attachement sentimental qu'il n'a jamais renié pour le général, eh bien, il s'est opposé d'une façon, on peut dire, définitive. Cette opposition se crispe encore avec la réforme proposée en 62. Les Français doivent se prononcer sur l'élection du président au suffrage universel. Et Mendès France est bien sûr totalement opposé à ce projet et à l'ensemble des nouvelles institutions. Mais sans cautionner ce changement, il n'est pas encore hors jeu. Même s'il ne siégeait pas au Parlement, il restait, on peut dire, il était désigné au fond comme l'homme politique, après De Gaulle, le plus important du pays. Toujours persuadé de l'importance du débat démocratique, il quitte le vieux parti radical, dépassé, et rejoint une petite formation, le PSA, futur PSU, qu'il se refuse pourtant à diriger. Il sera un militant de base. Il fait un soir de novembre 1959, à la Mutualité à Paris, un immense discours au cours d'un meeting convié par le Parti socialiste autonome pour expliquer pourquoi il rejoint la droiture en politique, la rigueur devant les problèmes, le besoin d'être compétent, de comprendre, et sa ligne qui était « La France est pleine de problèmes gravissimes, il faut, pour être sérieux, les traiter un par un ». Et la réponse doit être globale. Vous l'appelez le socialisme, j'en suis, me voilà. Formidable discours. Il était très bon dans les meetings, ce n'était pas ce qu'on appelle un orateur lyrique, mais il était convaincant parce que c'est la qualité qu'il faut tout de suite souligner chez Mendès, et je crois que peu d'hommes politiques l'ont. Mendès France, en campagne, à la télévision, n'importe où, lorsqu'il s'exprimait, ne cherchait pas ce qu'il fallait dire, il le savait, c'était ce qu'il pensait, et il y avait une adhésion totale entre sa parole et ses pensées. L'échéance présidentielle de 65 arrive. Ses compagnons, persuadés qu'il peut gagner, le pressent de tenter sa chance. Moi, personnellement, j'ai passé des dizaines d'heures dans son bureau, à le harceler, en lui disant « Il y a une fenêtre de tir, comme on dit en astronautique. Vous avez un espace formidable, un boulevard. Président, il faut y aller. » Sa réponse est énergiquement non. Je ne veux pas cautionner un régime dans lequel la définition même de la fonction pour laquelle vous me demandez d'être candidat ne convient pas à l'idée que je me fais de la République, qui est plus collégiale et jamais majestueuse et moins encore totalisante. C'est donc Mitterrand qui a porté le projet de la gauche en 65 et mis De Gaulle en ballottage. Mais Mendès joue toujours le jeu électoral. En 67, il devient député de Grenoble, malgré le soutien apporté à son adversaire par le Premier ministre, Georges Pompidou. De jeunes hommes, de jeunes femmes, à travers notre pays, montent maintenant vers cet avenir qu'ils veulent plus heureux et plus juste. Moins d'un an plus tard, c'est l'explosion de mai 68. Le rôle qu'il va y jouer semble ambigu, trop engagé ou pas assez. On lui reproche tout autant son soutien aux manifestants et aux grévistes que son refus de prendre la tête de ce mouvement multiple et désordonné. Pourtant, dès le début, il en a senti l'importance. Quand mai 68 se développe, il est évident qu'on est dans une situation qui ne peut qu'être éloquente et significative pour Pierre Mendès France. C'est la jeunesse qui est dans la rue, et la jeunesse, pour lui, c'est un concept fondamental. C'est pas seulement l'avenir, c'est véritablement le cœur de la République. On n'est pas insurrectionnel, on est en colère populaire. Je vous rappelle que le droit de manifester est un droit constitutionnel. Bien sûr, Mendès France n'est pas un émeutier, il ne va pas sur les barricades, mais il souhaite quand même se faire une idée de la situation réelle. C'est le jour où il ira à la Sorbonne, mais c'est un jour où la Sorbonne a été abandonnée, et ensuite on se rendra au siège de l'UNEF, qui est censé être très proche du PSU, où là aussi il aura un accueil mitigé, siège de l'UNEF
où seul Rocard sera effectivement chaleureux à son égard. Ce qui frappait dans les cercles du pouvoir auxquels j'appartenais, puisque j'étais parmi les conseillers de Georges Pompidou, c'était l'irresponsabilité de l'attitude des hommes de gauche, qui ne voyaient pas que le désordre mettait, l'anarchie, mettait en danger non seulement le gouvernement en place, mais les institutions, mais le système. Et d'ailleurs, c'était l'objectif des prétendus révolutionnaires de mai 68, c'était de détruire les fondements de la société. Et qu'un homme comme Mendès France ait pu s'y rallier, participer à des manifestations, était pour un homme tel que moi incompréhensible. Mendès France apparaît comme le seul capable de se substituer au général de Gaulle et d'endiguer cette révolution dont on ne comprend pas très bien les tenants et dont on craint les aboutissants. Et si c'était sa deuxième chance, autour de lui, on croit à la vacance du pouvoir gaulliste. Les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre se font plus violents. Il faut les faire cesser. Pourquoi ne serait-ce pas lui? Mendès, c'est l'heure est là. Il a fait une erreur d'appréciation, mais il a partagé la conviction à l'époque très étendue que de Gaulle c'était fini. Il ne faut pas oublier que le général a disparu, qu'on ne sait pas où il est, que le Premier ministre, Pompidou lui-même, est dans un état de désarroi. À l'annonce par les dirigeants étudiants d'un nouveau rassemblement gigantesque en pleine rue, Michel Rocard craint le pire et propose autre chose. Mon intention, la rue n'aboutira à rien sinon à un déferlement de violence, c'est idiot. Il faut une issue politique, il n'y a que Mendès. Il est dans nos rangs, il est le seul. En plus, il est respecté, même Jean d'Ormesson avait l'avant-veille signé un appel à Mendès dans le Figaro. Vous vous rendez compte? Président, le passage aux politiques, c'est vous. Charletti, en lieu clos, vous pourrez parler. Dans le stade Charletti se joue le dernier acte de ce mois de mai. Tout pourrait encore basculer. Réponse de Mendès France, je ne sens pas la situation. Je souhaite être avec vous parce que je suis toujours du côté des jeunes, mais je ne prendrai pas la parole. Enfin, Président, vous qui nous disiez toujours que le Gaullais suffit dans les rues, ça y est, rien à faire, pas bouger. Charletti, c'est assez étrange. Mendès France, qui nous a quittés un moment, nous rejoint. Il n'a pas l'intention de prendre la parole, il veut témoigner. Mais témoigner de quoi? Témoigner d'un éventuel dérapage ou d'un éventuel drame. Car d'un entretien avec Monseigneur Marty, qui est l'archevêque de l'époque, il a acquis la conviction que peut-être ça tournerait très mal et qu'on tirerait sur cette foule d'étudiants. En fait, rien ne se passe. Il ne prend pas la parole. Du point de vue de ceux qui, à l'extérieur, lui font confiance pour tout d'un coup donner une direction claire à ce mouvement, eh bien, il y a une déception. Ce qui pouvait se passer, c'est en effet une démission de Pompidou, une investiture par l'Assemblée en catastrophe d'un gouvernement, c'était ça qu'on avait dans la tête. Mais il fallait une communication intellectuelle, sémantique, je dirais, verbalisée, entre Mendès et le mouvement lui-même à la base. Oh, il y avait un océan entre les deux quand même. Et il ne l'a ni senti ni souhaité. J'en ai beaucoup voulu à Mendès, tout en le comprenant fort bien. C'en est fini des grands combats collectifs au grand jour. Mais Pierre Mendès France, esseulé mais respecté, se voue à une grande cause. C'était au début des années 70. Et avec mes amis, je venais de créer le groupe Identité Dialogue à Paris, qui a été le premier mouvement d'intellectuels juifs d'origine orientale. J'ai, avec mes amis, pris le risque d'entrer en contact avec l'OLP à l'époque, à ce moment-là. Aujourd'hui, ça paraît tellement banal et tellement anodin, mais à l'époque, c'était la trahison suprême. Et je me suis dit, je vais m'en ouvrir à Pierre Mendès France, et s'il veut bien comprendre ma démarche, et en même temps m'accompagner, je serai moins suspect. Il n'a pas hésité une seconde. Pierre Mendès France, dès le milieu des années 70, a reçu chez lui, et de façon quasi permanente à partir de cette période-là, des Israéliens, qui étaient des Israéliens de la paix, et des Palestiniens, qui étaient des Palestiniens de la paix. Mais les deux n'étaient pas simplement des militants. La direction générale de l'OLP était tout à fait au courant et informée du fait que certains de ses responsables venaient voir Pierre Mendès France.
Et il savait que Pierre Mendès France avait un discours et un engagement qui était celui de rechercher, bien sûr, la paix pour les Palestiniens avec les Israéliens, mais qu'il était aussi un homme engagé à la fois pour la pérennité, la sécurité et la légitimité de l'État d'Israël. Donc les choses étaient claires. Et je n'ai pas le moindre doute sur le fait que Yasser Arafat non seulement était informé du détail de toutes nos rencontres, de toutes ces rencontres, et de tout ce que Pierre Mendès France nous a permis, à la fois par ses encouragements et par sa caution que j'évoquais avant, de faire avec les Palestiniens. Un homme qui, dès le départ, a été non seulement au courant, mais a été un soutien, un appui et un compagnon de route dans tous ses contacts. C'est Shimon Peres. L'un des interlocuteurs pendant toutes ces années-là de Pierre Mendès France, du côté palestinien, a été l'un des dirigeants de l'Organisation de libération de la Palestine, Issam Sartaoui. Et Issam Sartaoui était un responsable palestinien, chirurgien de formation, mais militaire, engagé sur le terrain, portant les armes contre les Israéliens. Et il a perçu la limite de ce que la lutte armée pouvait lui apporter comme résultat dans sa quête et dans son combat pour un État palestinien. Et Pierre Mendès France lui a à ce moment-là ouvert toutes grandes ses portes. L'a reçu souvent avec le général Peled et avec beaucoup d'autres. Ce général israélien n'était pas indur, comme Issam Sartaoui. Il avait fait tout ce qu'il fallait pour essayer ce que l'approche militaire pouvait apporter à son pays. Et il en a lui aussi mesuré à la fois les limites et aussi l'échec. Les rencontres qui ont été organisées chez Pierre Mendès France avaient ce parfum, à la fois du mystère, de la clandestinité. Issam Sartaoui, par exemple, quand il s'est déplacé, se déplaçait avec un gros col dans la poche de gauche. Parce qu'il faut le savoir, lui, il en est mort de cet engagement. Il a été assassiné. Je suis venu ici pour que nous construisions ensemble la paix juste et durable. Cette étape majeure de la visite du président Sadat en Israël, son discours à la Knesset et de la paix entre l'Égypte et Israël, un très proche collaborateur du président Sadat, Ali El-Saman, qui était son porte-parole, avait sollicité, comme beaucoup d'entre nous, à la fois les conseils et l'avis de Pierre Mendès France. Le même Ali El-Saman dit que ces échanges avec Pierre Mendès France, rapportés ensuite par personnalité interposée au président Sadat, n'ont pas été étrangers à sa visite en Israël. Il n'a jamais été engagé par opportunisme dans cette affaire. C'était un engagement moral, un engagement philosophique, et aujourd'hui encore, après tellement de rendez-vous manqués, après tellement d'opportunités gâchées entre Palestiniens et Israéliens, si lui avait été là, aujourd'hui, nous n'en serions pas là. Dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle, nous vivons ensemble un moment décisif. La victoire de François Mitterrand et donc le retour de la gauche au pouvoir est pour Mendès France, que ne peuvent pas comprendre les amis des politiciens, est pour Mendès France une joie pure. 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Le résultat nous parvient à mon domicile, et quand il voit le visage de François Mitterrand s'afficher sur l'écran, il en est heureux sans aucune restriction. Les gens se sont interrogés sur la fameuse scène des larmes quand il est à l'Élysée au moment de la prise de fonction de François Mitterrand. Il n'y a aucune ambiguïté. Il est véritablement heureux et ému. Jusqu'au bout, Mendès France fera entendre une voix différente, plus fidèle à ses convictions profondes qu'aux amitiés de parti, plus attaché à la vérité, même cruelle, qu'aux illusions, même douces. Soutenir l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, je n'ai pas observé que le programme de celle-ci était tout à fait conforme à ce que disait Mendès France, de la nécessité de la rénovation économique de notre pays. Sur le plan économique, évidemment,
dès 82, dès les premiers mois de 82, il considère qu'on distribue les choses trop vite, qu'il faut rappeler que le président est élu pour 7 ans et que pour le moment, il faut encore accepter certains sacrifices. Mendes dit non, il ne faut pas faire comme ça, et ce qu'il faudrait faire selon lui, c'est ce que Mitterrand fera en 1983, c'est-à-dire ce qu'on appellera à tort ou à raison le virage de la rigueur. La trace qu'il a laissée ne se limite évidemment pas aux 7 mois et 17 jours qu'il a passé au gouvernement. Il y a aussi toute une influence en profondeur qu'il a pu avoir par ses interventions et tout simplement par l'exemple qu'il a incarné. Aujourd'hui encore, son exemple est revendiqué non seulement par des hommes politiques qui en tirent profit, mais même par des jeunes gens qui savent qu'il y a eu un jour un homme dont les paroles et les actes concordaient, un homme qui croyait aux vertus de la transparence, du contrat honnêtement conclu avec le peuple, même si ça leur apparaît comme une utopie. Si on considère l'influence que 30 ans et plus après sa mort, Pierre Mendès France a conservé dans l'opinion, alors la vie de Mendès France a été un succès. Il a laissé l'image d'un homme courageux et en accord avec ses idées et qui ne transigeait pas avec ses principes. Alors qu'au temps de ma jeunesse, j'avais été séduit par le personnage, j'ai été très frappé de sa marginalisation progressive par rapport à l'évolution de notre pays. Autant de talent, aussi peu de pouvoir, c'est de sa faute. Il n'a pas compris le monde dans lequel il était, du moins il n'a pas compris toutes les dimensions, notamment la dimension institutionnelle en France. Les Français voulaient un régime fort, lui avait peur des régimes forts. Mendès France a raté cela. Porter préjudice à sa carrière, au bénéfice de son intégrité. Il aurait contrevenu à ses principes, il les aurait violés. Ce ne serait plus le même homme. Le Mendès dont nous aimons parler, dont nous parlons en ce moment, c'est celui qui a refusé. Il est grand dans le refus. Pardonnez-moi. Vous pourrez vous sentir intimement solidaire d'un gouvernement qui ne promet rien d'autre que ce qu'il croit pouvoir tenir, mais qui réalise ce qu'il a annoncé.